La polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi en duplex pour cette émission, Ghislaine, vous êtes membre de l'ANDAR et vous êtes patiente experte en polyarthrite rhumatoïde. Avec moi également en duplex, Gérard, vous êtes vice-président de l'ANDAR et vous êtes également patient expert. On rappelle que l'ANDAR, c'est l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Et le professeur Jérémy Selam, vous êtes rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, pour planter le décor, en quelques mots, professeur, la polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une maladie auto-immune qui cible les articulations, provoquant une inflammation des articulations, des douleurs et un risque de destruction de ces articulations. Voilà, donc on va revenir en détail après sur la maladie en elle-même, mais d'abord on va se tourner vers nos témoignages et nos patients experts. Gérard, vous aviez 10 ans quand vous avez découvert la maladie. Est-ce qu'on savait ce que c'était à l'époque? Alors oui, j'ai eu à l'âge de 10 ans, je dirais beaucoup de chance, parce que même si aujourd'hui, mais le professeur Jérémy Salam pourra le confirmer, il y a quand même parfois des périodes de d'errance. Et là, moi, il y a eu un diagnostic extrêmement rapide, tant tous les symptômes semblaient évidents. On a éliminé, entre guillemets, un cancer de la moelle avec une ponction dans le sternum. Et là, rapidement, donc, pour pas dire immédiatement, on s'est orienté vers, non pas la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'à l'époque, elle avait un autre nom, c'était une polyarthrite chronique évolutive. Et effectivement, c'est une maladie qui posait un sérieux problème quant à l'avenir. Polyarthrite chronique évolutive, ce nom est balayé de par les traitements qui sont arrivés. Ouais, et ce qui vous a inquiété à l'époque, si je me souviens bien, en préparant l'émission, vous m'avez dit, c'est le mot évolutif. Ça m'a tracassé. Complètement, complètement. Et c'est vrai que c'était une maladie qui était extrêmement invalidante. On voyait beaucoup de gens finir en fauteuil roulant. On a l'image de Renoir, le peintre. On a l'image d'Édith Piaf. Alors évidemment, je ne me comparais pas à ces personnages. Mais effectivement, je voyais quand même un avenir plutôt sombre. Voilà. Et puis, je veux dire, la polyarthrite, c'est pas un bras cassé. C'est une vie, on va passer avec cette pathologie. Donc, c'était quand même extrêmement angoissant, avec des grandes peurs qui sont installées au moment de l'adolescence, sont des périodes extrêmement compliquées. Alors vous, Ghislaine, c'est à 20 ans que vous avez eu votre diagnostic et justement, par rapport à ce que disait Gérard, Gérard disait la polyarthrite, c'est pas un bras cassé, il va falloir vivre avec. Et vous avez cru au début que bon, voilà, allez, en 15 jours, ça allait se passer, en un mois, puis après en un an, et puis vous êtes fait une raison, vous avez vu que c'était pour la vie. En fait, j'étais étudiante en arts plastiques et j'avais besoin de mes mains pour peindre. Or, mes mains se rétractaient, devenaient vraiment très douloureuses. Et effectivement, au début, je pense que c'était peut-être dû à mes 20 ans, mais je n'avais pas très conscience de l'importance de cette maladie que je ne connaissais pas. Je m'étais même surprise de voir que j'étais dans un service où il y avait que des personnes âgées. Je me suis même dit que peut-être qu'on s'était trompé. Et pour me faire comprendre, le service, en fait, à Strasbourg, m'a tout simplement apporté une bande dessinée qui expliquait le fonctionnement du système immunitaire. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre que, effectivement, j'avais mal aux os, mais que c'était un problème immunitaire et que j'ai appris à comprendre cette maladie. Alors cette maladie, elle a bouleversé vos vies, hein, aussi bien à vous, Gérard, qu'à Ghislaine. Gérard, vous, votre vie, au début, vous rêviez d'être pilote. Oui, et en fait, j'ai volé, mais plutôt assez bas. Mais bon, moi, je regrette rien parce qu'en fait, je veux dire, ma fille a été une recherche de défis en permanence. Alors, défis par rapport aux études, même si j'ai eu 2 années de retard parce que c'était très, très compliqué. Mais voilà, j'ai réussi quand même à faire des études qui m'ont orienté vers de la service comptable. Après, une fois opéré, on a parlé d'intervention. À l'époque, oui, l'intervention chirurgicale faisait vraiment partie de la panoplie de la prise en charge de la polyarthrite. Une fois opéré, j'ai pu avoir un métier de logistique. Après, j'ai fini ma carrière en étant commercial. Donc, je veux dire, on arrive quand même, alors certes avec de la chance aussi, mais aussi une mise en œuvre de stratégie pour dire, avec cette maladie, quelque part, elle ne va pas m'empêcher de vivre. Certes, ça va être compliqué, mais je vais quand même arriver à un résultat. Et je veux dire, tout l'engagement que l'on met, et bien après, sur la ligne d'arrivée, on le savoure.
Une succession de défis, c'est le cas aussi pour vous, Ghislaine. Vous avez continué, vous faites de l'art plastique encore aujourd'hui, hein? Ben oui, puisqu'effectivement, lorsque je travaillais, je n'avais plus le temps pour le faire, maintenant je l'ai, et je peins non seulement pour moi, mais je donne également des cours à des adolescents et à des adultes de peinture acrylique. Donc j'ai repris ma première passion, et ce qui est très paradoxal, c'est que je me dis qu'avec des mains qui sont très foutues et pas très belles, on réussit à faire de beaux tableaux. Et voilà, c'est fantastique. Ça donne de l'espoir à tout le monde. On va parler de la prise en charge. Au début, Ghislaine, vous aviez un médecin qui était assez paternaliste, hein, mais qui vous expliquait bien en fait les choses, vous expliquait bien la maladie et surtout quand ça dépassait un peu ses compétences, travaillait avec le CHU. N'hésitez pas à collaborer avec l'hôpital. Et ce médecin, il est parti à la retraite. Aujourd'hui, c'est une femme. Qu'est-ce que ça a changé dans la prise en charge? Alors déjà, elle est formée également à tout ce qui est éducation thérapeutique et elle est très ouverte aux nouvelles thérapeutiques qui sont mises en place. Donc, disons qu'elle me propose à chaque fois des alternatives. Elle me prend en globalité dans tout ce qui peut être côté féminin, dont je n'aurais pas parlé, j'aurais en doute parlé avec mon ancien rhumatologue. Elle parle d'endométriose, elle parle de tout ce qui est également problèmes cutanés, de peau, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'au début, moi, je pensais que c'était ma maladie. Et voilà. Et en fait, elle prend en globalité. Et c'est ça qui est très important, en fait, je pense, pour les patients. On n'est pas qu'une maladie, en fait. Elle vous parle d'ostéoporose aussi, hein? Également, donc, elle a pu mettre en place des traitements contre l'ostéoporose, alors que pendant des années, puisque je suis traitée sous corticothérapie et que voilà, pendant des années, en fait, j'avais de l'ostéoporose et c'est des fractures qui arrivaient. J'étais assez surprise et ce n'était pas spécialement pris en charge. Elle a fait. Alors, les uns et les autres, hein, vous êtes de véritables Robocop. Ghislaine, votre première prothèse, c'était quoi et c'était à quel âge? Ben, à 25 ans, j'ai eu une prothèse de hanche. En mars, j'ai eu la droite et en mai, j'ai eu la gauche. Et comme me dit mon rhumatologue, tu as fait un beau pied de nez à ta maladie parce qu'en fait, 4 mois plus tard, j'en rigole, mais bon, en dansant un rock, j'ai luxé une hanche. Mais disons que le truc à retenir, c'est que je dansais un rock avec des prothèses de hanche. Par la suite, j'ai eu également des prothèses de genoux, de chevilles et puis d'épaule. Donc, je ne suis pas dans le Guinness Book pour l'instant, je ne pense pas. Mais disons que je me dis que j'ai plus de fonctionnalité que n'importe qui, je dirais, au niveau de mes articulations, de ces articulations-là. On va demander à Gérard où il en est du Guinness Book. Vous en êtes où des prothèses, Gérard? Alors, j'ai horreur des chiffres impairs. Je suis à 7 prothèses et j'attends la 8e pour correspondre à mes affinités avec les chiffres pairs. Mais enfin, je veux dire, l'intervention chirurgicale change totalement la vie et quel bonheur elle apporte également aux chirurgiens. Moi, quand je reviens dans le service, le chirurgien voilà, dit « Ah, ça y est, il est de retour », il appelle ses collègues et quand il voit un bras qui est totalement prothésé et que l'on peut fléchir au maximum, une extension maximale et que j'ai dit « J'ai imposé ma tronçonneuse parce que voilà, ça n'empêche pas de vivre, au contraire. Et si je me fais opérer, et ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais. En fait, ce n'est pas pour s'économiser. Hein. Au contraire, c'est pour vivre pleinement. Et fini les périodes où on disait attention, il y a une prothèse, il ne faut pas vivre. Non. Et justement, de par le mouvement, on va créer, je pense, toute une structure musculaire qui va permettre au matériel de bien fonctionner. Alors, c'est personnel, mais c'est une stratégie que je. Alors, peut-être pas la tronçonneuse, hein, des choses un peu plus douces. Et surtout de bouger avec le matériel qu'on nous a posé. Et quel bonheur quand on passe au portique à l'aéroport où tout le monde attend et commence à baliser avant de monter dans l'avion en disant qu'est-ce que c'est que ce truc qui sonne de partout. Alors vous avez chacun vos stratégies. Vous, Ghislaine, c'est une certaine distanciation en fait avec votre corps. Le corps, vous le percevez un peu comme une machine hein, qu'il faut réviser, réparer de temps en temps, c'est ça? Mais complètement. Et d'ailleurs, quand je vais voir les chirurgiens, j'adore voir le matériel qu'ils utilisent. Si je pouvais assister aux opérations, j'adorerais. Mais je prends, c'est vrai, une sorte de distance avec le corps qui devient un outil d'étude et de travail. On est le médecin ou le chirurgien et moi-même en train de parler de ce corps qui va être opéré, ce qu'on va lui faire. Après, ceci dit, là, on parle d'opération. C'est quand même des cas extrêmes pour rassurer peut-être les patients récents qui viennent d'avoir une polyarthrite rhumatoïde. Pour nous, ce sont des anciennes PR
Mais je pense que dans les nouvelles PR, on arrive moins à ces extrêmes-là d'opérations chirurgicales. Il faut quand même les rassurer. On va en parler dans la suite de l'émission avec le professeur, justement. Les adaptations à trouver dans la vie de tous les jours, vous avez vos petits trucs. Ghislaine, je suis sûr que vous avez des trucs. Donnez-nous vos trucs. Toutes les choses du quotidien électriques qui peuvent servir, les ouvre-boîtes, les ouvre-bouteilles, tout ce qui peut nous aider au quotidien, même ma voiture, j'ai cherché un système pour ne plus avoir à tourner la clé avec un détecteur à distance, un truc tout bête. J'ai des orthèses, et ben, j'ai fait tout pour qu'elles soient jolies. On les a customisées avec des perles, des choses qui sont un peu… Et puis… avoir une maison de plein pied, avoir des arceaux au niveau du lit, par exemple, pour supporter la couette. Et puis des rythmes de vie qui vont s'adapter, c'est-à-dire que je vais segmenter mes activités, mes rendez-vous chez le médecin, les prendre en fin de matinée ou dans l'après-midi, mais pas très tôt le matin. Continuer à garder une vie sociale et peut-être quand je fais des soirées, dire aux uns et aux autres, chacun amène quelque chose plutôt que moi tout faire. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, vraiment beaucoup de choses. Gérard, c'est ce que vous dites aussi en préparant l'émission. Vous m'avez dit les blouses blanches font pas tout. Nous aussi, les patients, on doit prendre notre part. Oui, je pense que de plus en plus, on entend parler des patients qui doivent devenir aujourd'hui, ils doivent être vraiment acteurs de sa santé. Et là, moi, je suis effectivement fervent défenseur de cette chose-là parce que, évidemment, le rhumatologue est totalement indispensable. Et moi, je prône pour qu'il y ait vraiment un coup de foudre entre le patient et son rhumatologue, parce que c'est quelqu'un qu'on va revoir et qui va nous accompagner durant parfois une vie entière. Donc, l'entente avec le rhumatologue est essentielle. Et si on veut que les traitements fonctionnent bien, c'est pareil. Il faut qu'il y ait cette entente avec le rhumatologue. Mais après, une fois qu'on a quitté notre rhumatologue, ben, la vie redémarre, on est seul. Et là, la balle est dans notre camp. Et c'est là où on doit mettre en place différentes stratégies pour réussir au mieux avec, un peu contre la maladie, mais faire avec la maladie. Le rhumatologue, justement, on va se tourner vers lui, professeur Jérémy Selam. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est pleine de stéréotypes. C'est une maladie qui est liée à l'âge, au rhumatisme, et en fait, c'est pas vrai. On le voit avec les témoignages de Gérard et Ghislaine. Disons que je pense que le premier stéréotype, c'est d'imaginer que tous les patients vont à la prothèse. Et je pense que le bon message à passer, c'est surtout de dire que Gérard a parlé d'un défi lorsque la maladie est arrivée dans sa vie et qu'après, tout a constitué des défis. Et le défi des rhumatologues les 20 dernières années, c'était de développer des médicaments efficaces. Et je pense qu'il faut, et on s'éloigne peu à peu du dogme de Robocop des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, qui est peut-être le cas de Ghislaine et Gérard parce qu'ils ont des polyarthrites anciennes. Mais maintenant, avec les nouveaux traitements, on voit, les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde donnent maintenant peu de travail aux chirurgiens, si tant est que cette polyarthrite est démarrée il y a une dizaine d'années. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le visage de cette pathologie a changé et que ce n'est pas tout à fait les mêmes patients que l'on voit lorsqu'ils ont démarré leur maladie dans les années 70-80 que les patients qui ont démarré leur maladie au début des années 2000. On sait mieux utiliser les médicaments, on sait mieux contrôler le rhumatisme et on a de tels traitements que les patients ne voient pas ou peu de destruction, si bien que les nouveaux patients ne vont pas chez le chirurgien et n'iront probablement jamais chez le chirurgien. Alors, cette maladie, on la connaît mieux aujourd'hui. Est-ce qu'on la comprend mieux également ? On la comprend de mieux en mieux. Vous savez, on parle beaucoup des maladies auto-immunes, ces maladies où le système immunitaire se retourne contre soi. Et on ne comprenait jusqu'alors pas très bien comment ça se déclenchait, s'il y avait des facteurs de susceptibilité génétique ou autre. Eh bien, les plus grandes avancées concernant la compréhension des maladies auto-immunes viennent de la polyarthrite rhumatoïde. On sait que le tabac est un facteur de risque reconnu de polyarthrite rhumatoïde. On sait que les désordres immunologiques débutent des années avant la première apparition d'une arthrite, et donc que tout ça s'orchestre 10 ans, 15 ans avant. On connaît les facteurs de susceptibilité génétique et tout ça fait qu'on comprend mieux le scénario global. Après, c'est à nous, avec les patients, avec les avancées scientifiques, d'infléchir cette histoire naturelle pour que les arthrites ne se développent pas,
que le patient reste en rémission et qu'on ne voit pas de destruction articulaire apparaître ou avancer plus avant. Vous avez employé le mot génétique et en même temps, vous avez parlé de facteurs de susceptibilité. Alors, est-ce que c'est une maladie génétique ou est-ce que c'est une maladie génétique et épigénétique en même temps? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question que posent les patients lorsque, notamment, nous sommes face à des patients qui ont des projets d'enfants. Ce n'est pas une maladie à transmission génétique pure, c'est-à-dire en gros celle dont on entend parler dans le cadre du Téléthon, où il y a un gène identifié qui, lorsque ce gène est transmis à la descendance, les enfants ont une chance sur 2 ou 100% de chance de développer la maladie. Mais il y a des facteurs de susceptibilité, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que au sein des différents facteurs de risque de polyarthrite rhumatoïde, je vous ai parlé du tabac, il y a peut-être le stress, l'environnement, et parmi tous ces facteurs, il y a certains variants génétiques qui peuvent un peu favoriser la polyarthrite. Donc la génétique y fait pour un peu, mais elle ne fait pas ça seule. On l'a vu avec les témoignages, on a beaucoup parlé des problèmes articulaires. Est-ce que la polyarthrite, c'est une maladie purement articulaire ou est-ce que ça dépasse ce cadre-là? C'est effectivement maintenant, on se rend compte et on s'intéresse de plus en plus aux symptômes que l'on dit extra-articulaires. Extra-articulaires à plus d'un titre. Tout d'abord parce que d'un point de vue des manifestations auto-immunes, parfois la polyarthrite rhumatoïde peut toucher par exemple les poumons ou la peau, ça c'est une chose, mais on s'est aussi rendu compte que les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont plus de problèmes cardiovasculaires, un peu comme les patients qui sont diabétiques. Et puis au-delà de ça, parmi les symptômes, il y avait un symptôme qui était mésestimé, c'est la fatigue. Et ça très certainement que Ghislaine ou Gérard pourraient en parler, c'est-à-dire que même lorsque les articulations vont bien, il peut persister une fatigue, et une fatigue tout à fait particulière où il n'y a pas de sommeil compensateur, hein, où on ne va pas mieux le week-end parce qu'on travaille moins. C'est vraiment une fatigue qui peut enfreindre l'autonomie, la motivation du patient. Et donc ça, c'est quelque chose qui est même évalué lorsque l'on a de nouveaux médicaments de la polyarthrite. Ghislaine, Gérard, je vais me tourner vers vous. La fatigue, c'est quelque chose que que vous ressentez l'un et l'autre. Ghislaine en premier? Complètement. Elle arrive sans cause, comme vous l'avez dit. Elle peut arriver alors que la journée s'est bien passée et d'un coup, on va être épuisé. Faut apprendre à la gérer. Donc là aussi, il y a des stratégies à mettre en place. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout ce qui est relaxation, hypnose, pleine conscience. Je sais qu'on surfe beaucoup là-dessus en ce moment, mais vraiment, ce sont des choses qui peuvent aider. Et puis, il y a une échelle de la fatigue d'ailleurs, l'échelle de Pichot qui existe, qui nous permet de nous auto-évaluer. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est de dire qu'il faut avoir une bonne alimentation, puisque là aussi, on peut régulariser cette fatigue, et puis apprendre à définir et à redéfinir la nouvelle vie que l'on a en prenant en compte cette fatigue et également à savoir l'expliquer à notre entourage, parce que des fois, cette fatigue, elle n'est pas compréhensible par l'entourage. Ça ne se voit pas comme des déformations ou pas dire « j'ai mal ». Le fait de dire « je suis fatigué », tout le monde est fatigué. Mais cette fatigue-là, elle est vraiment différente. Gérard, la fatigue, mais aussi le moral, hein, parfois, c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre vie? Oui, bien sûr, parce que quand on parle de défis, je veux dire, c'est des défis, mais sur une vie entière. Et le défi, lorsqu'il est compensé, je veux dire, par un bon résultat, ben là, évidemment, ça nous met en lévitation. Mais parfois, on a des périodes avec on donne de grands efforts et malheureusement, la polyarthrite est plus forte que nous. Ben là, c'est un peu le désespoir et il ne faudrait pas enchaîner, je veux dire, 2-3 mois de désespoir parce que là, effectivement, enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir peut-être envisager une méthode radicale qui pourrait arrêter tout ça. Bon, par chance, ça ne s'est pas fait. Mais je rejoins quand même, pour pas être trop quand même dans la sinistrose, rejoindre quand même le témoignage du professeur Salam, c'est que même dans ma vie, moi j'ai eu deux maladies. J'ai eu l'ancienne polyarthrite, dont il parlait tout à l'heure, et la nouvelle polyarthrite qui a démarré en 2010 avec l'arrivée des biomédicaments. Donc j'ai retrouvé une seconde vie, certes qui est amputée parce qu'il y a des problèmes articulaires, il y a ce problème de fatigue, mais j'ai quand même découvert une nouvelle vie avec les biomédicaments. Donc aujourd'hui, la maladie a changé de visage, mais je pense qu'aussi les patients ont changé de visage, et c'est là où je milite pour que ces patients se prennent en charge
de façon à avoir la vie la plus agréable possible, la plus normale, entre guillemets, possible. Alors justement, ça nous fait une transition toute trouvée vers l'évolution des prises en charge et des traitements. Professeur, c'est vers vous que je me retourne. Gérard mentionne les biomédicaments, il y a aussi les traitements de fond. Alors on en est où aujourd'hui des traitements? Les traitements, en fait, ont fait leur évolution depuis le début des années 2000, avec l'arrivée de ce qu'on appelle les biomédicaments. Alors, les biomédicaments, ce n'est pas parce qu'ils sont issus de l'agriculture biologique, hein, c'est parce qu'ils sont issus du vivant. C'est-à-dire que l'on va manipuler des bactéries, des cellules pour leur faire produire des anticorps monoclonaux ou encore d'autres molécules pour eh bien, aller cibler tel ou tel mécanisme. Et on a encore même de nouvelles générations de médicaments chimiques qui, à nouveau, peuvent cibler tel ou tel mécanisme parce qu'on connaît mieux les mécanismes intimes de la polyarthrite rhumatoïde. Et de mieux les connaître, ça permet de les bloquer spécifiquement pour agir directement au cœur de la maladie et de l'inflammation. Donc, cette révolution avance. Nous avons encore des médicaments qui sont arrivés ces dernières années, qui vont arriver ces prochains mois et ces prochaines années. Et ça veut dire que c'est autant de possibilités thérapeutiques. Donc, quand le choix est vaste, c'est mieux pour le patient. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours très bien les hiérarchiser parce que, en fait, on a un tel panel, mais en tout cas, avoir autant de possibilités, ça permet vraiment d'essayer d'adapter en fonction de chaque patient, des maladies associées, des intolérances, et bien ce que l'on peut lui proposer comme type de traitement. Si je comprends bien ce que vous me dites, les biomédicaments, il y en a tout un panel et ça permet d'avoir des thérapies réellement ciblées. Oui, maintenant, on peut même parler de thérapie ciblée. C'est un terme qui est vraiment adéquat pour montrer que l'on va vraiment attaquer tel ou tel mécanisme. La qualité de vie du malade aujourd'hui, elle a complètement changé, d'après ce que je comprends par rapport à Gérard qui a développé sa polyarthrite il y a longtemps. Aujourd'hui, un malade qui développe sa polyarthrite rhumatoïde, d'abord, est-ce qu'il a un espoir un jour d'en être débarrassé et est-ce qu'il a une qualité de vie comparable à n'importe quel individu? Alors, débarrasser, c'est compliqué puisque finalement, ces médicaments mettent un frein sur l'inflammation et dès qu'on les arrête, finalement, on lève le frein et donc c'est ça qui fait que ça réaccélère. Donc, dans un certain nombre de cas, mais qui est assez minoritaire, effectivement, les choses peuvent se calmer avec le temps. On peut au moins, si ce n'est arrêter les médicaments, les espacer. Après, pour ce qui est de la qualité de vie, je rejoins un peu les témoignages qui ont été faits. C'est de dire qu'effectivement, la vie peut être quasiment normale, mais il faut envisager, il faut redéfinir ce que vous disiez, Ghislaine, redéfinir sa vie, c'est-à-dire que c'est une vie tout de même avec des médicaments, avec de la fatigue. On voit que les patients qui ont une polyarthrite se battent plus, se luttent plus pour les mêmes objectifs que pourrait avoir un patient, un individu n'en ayant pas. Donc, c'est vrai que ça nécessite beaucoup plus d'énergie de la part du patient pour mener ses projets à bien à cause du handicap, de la fatigue, des douleurs. Donc, je dirais qu'on peut atteindre une qualité de vie très bonne sous réserve des médicaments et parfois de symptômes résiduels, mais tout à fait contrôlables. Et je trouve, et la remarque de Ghislaine était très intéressante, c'est dans cette prise en charge globale, il faut s'aider de tous les moyens. Si un patient trouve que la relaxation l'aide pour les douleurs, pour la raideur, pour la forme physique globale, mais il ne faut pas être obtus. Et je pense que ça peut vraiment aider dans le cadre de cette prise en charge globale. On arrive bientôt au terme de cette émission. En quelques secondes, les principales avancées aujourd'hui, ça va être les molécules, ça va être la thérapie génique, ça va être la prothèse, ça va être tout à la fois? Ça va être plein de choses. Ça va être de comprendre la pré-polyarthrite rhumatoïde en imaginant dans un futur proche ou lointain que l'on puisse traiter les patients avant même qu'apparaisse la polyarthrite. Ça, c'est chez des patients à risque qui ont des antécédents ou des anticorps, première chose. Deuxième chose, c'est le panel de médicaments s'agrandit et s'agrandit plus encore. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet de traiter les patients différemment et surtout s'ils rencontrent soit des problèmes de manque d'efficacité ou d'intolérance. Et puis, je dirais que la prise en charge globale revient au premier plan, le patient au cœur de la prise en charge et acteur de sa prise en charge. Alors justement, il nous reste 1 minute pour conclure. Le patient acteur, Ghislaine, Gérard, vous êtes tous les deux membres de l'ANDAR et vous êtes tous les deux patients experts. Quand on développe une maladie comme la polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'on a intérêt à aller vers une association, vers un patient expert? Ghislaine, en quelques secondes véritablement.
On a tout intérêt à s'orienter vers une association, oui, pour avoir des réponses à ces questions. Le patient expert sous-entend qu'on a eu une formation pour pouvoir intégrer ce qu'on appelle des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, on ne s'improvise pas patient expert, il faut être au clair soi-même avec sa maladie pour pouvoir ensuite apporter aux autres son expérience de vie. C'est notre expérience et notre expertise de cette maladie que l'on apporte aux autres. Gérard, en quelques secondes. J'aurai toujours en mémoire 2 actions importantes que j'ai pu réaliser au sein de l'ANDAR, l'association. C'est d'avoir rencontré 2 jeunes filles qui refusaient les biomédicaments, les nouveaux traitements. Et par mon propre témoignage, aujourd'hui, elles ont accepté ces nouveaux traitements. Les 2 sont en rémission. Il y en a une qui fait même de la boxe thaï, qui va faire les stages en Thaïlande. Merci à tous d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Pour conclure, je vais vous citer, Ghislaine, vous m'avez dit « j'ai eu un mauvais jeu, mais ça ne m'a pas empêché de remporter des victoires dans la vie ». Beau témoignage que vous nous avez apporté les uns les autres. Merci Ghislaine, merci Gérard. Je rappelle que vous êtes tous les deux patients, experts et membres de l'ANDAR. Merci professeur Jérémy Selam, vous êtes rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. J'étais vraiment ravi de faire cette émission avec vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.